Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous et à toutes, ça va très bien, merci beaucoup. Je vais pas beaucoup te débriefer ma semaine parce que j'ai pas fait grand chose malheureusement, j'ai pas eu un instant à moi, à part là 2 heures avant notre enregistrement où j'ai pu poncer la démo de Stellar Blade dont je vais vous parler aujourd'hui, mais sinon écoute, j'ai pas grand chose à débriefer. Et toi ? Alors moi cette semaine j'ai un peu éclaté mon PEL, j'ai vendu un rein et un testicule au marché noir parce que j'ai acheté beaucoup de jeux, donc je suis en parallèle sur Alone in the Dark que j'ai quasiment terminé. Mon jeu de la semaine que j'ai terminé du coup, voilà, un petit peu Dragon's Dogma 2 et aussi je suis sur Rise of the Ronin que j'apprécie beaucoup, tu vois, tu sais que j'étais pas chaud du tout. Ouais. Et au final le scénario me parle beaucoup et même dans l'ambiance je trouve ça plus fun à jouer qu'un Ghost of Tsushima. Donc voilà. Ah sympa, ça prend. Donc non, pour le moment je suis agréablement surpris, surtout que les jeux Team Ninja c'est pas vraiment ma cam à la base et là non, c'est vraiment très très cool. Alors certes le jeu est pas magnifique techniquement. Par contre, il y a une direction artistique de folie et puis l'ambiance est vraiment vraiment incroyable. Bon, c'est encore un beau début d'année qu'on a, on est gâtés cette année encore. Là c'est un mois de mars à Noël quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. À Noël au mois de mars quoi. Ouais. Alors, peux-tu nous faire le sommaire ? Qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine ? Très belle émission cette semaine, franchement. T'as vu, je nous lance des fleurs, mais c'est pour que tout le monde reste jusqu'au bout. Des news, comme on aime bien, des actualités assez variées. Donc on va parler de Baldur's Gate. Je fais la preview de Stellar Blade suite à la démo. Resident Evil 9, t'as des petites choses à nous dire dessus. Et on finit par le rachat de Gearbox, avec des choses à dire là-dessus. Ensuite, le test de South Park Snow Day. Et enfin, une bande dessinée de chez Glénat qui s'appelle Les Semi-Deus. Gros programme, donc on attaque. Allez, c'est parti. On va parler de Baldur's Gate 3, donc nous avons appris que Larian Studio a annoncé l'annulation d'un DLC pour le GOTY de 2023. Ouais. Cette nouvelle a été un choc pour la communauté car beaucoup espéraient prolonger leur aventure dans ce riche univers qui est Donjons et Dragons. De plus, il a été confirmé que Baldur's Gate 4 n'est pas en développement. Cela marque un tournant quand même pour la franchise car le studio se concentre désormais sur de nouveaux projets. Larian Studio a expliqué que l'équipe ne souhaitait pas poursuivre le développement du DLC car cela ne leur tenait pas à cœur et c'est une raison louable, tout simplement. Ils ont également mentionné qu'ils avaient envisagé le développement d'un Baldur's Gate 4 mais ont décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Il semble donc que le studio souhaite explorer de nouvelles idées et créer quelque chose de différent, laissant derrière eux l'univers Donjons et Dragons. Donc c'est une période de changement pour l'Arian Studio et les fans de Baldur's Gate bien sûr, car encore une fois quand on a fait un chef-d'œuvre, forcément on n'a peut-être pas envie de rattaquer ou de réitérer l'expérience, autant rester sur une bonne note. Bien que nous soyons tristes de ne pas avoir de nouveaux contenus pour ce jeu qui est déjà gargantuesque, soyons d'accord. Moi, je suis quand même impatient de découvrir ce que l'Arian nous réserve à l'avenir. Donc, restez à l'écoute, on vous le dira, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle, je trouve. À un moment, je pense que c'est bien aussi de pas avoir des jeux sans cesse à DLC ou des suites. Là, ils sont inspirés par d'autres choses. En plus, ils ont vraiment le vent en poupe. Donc, je pense qu'ils vont très certainement retourner sur des créations originales. Donc, dans leur licence, les Divinity et autres, ou peut-être carrément une nouvelle licence chez eux. Mais en tout cas, à un moment, ils ont livré quelque chose de incroyable, vraiment, avec ce jeu. Ils ont eu le sentiment d'en avoir fait le tour. Donc, tu vois, pour des raisons mercantiles, ils auraient pu continuer à fond. On sait que Wizard of the Coast était motivé pour faire une suite, mais eux non. Donc franchement, je trouve que c'est louable, c'est assez rare pour le souligner. Donc je vis ça comme une très bonne nouvelle. Et si besoin, je retourne sur Baldur's Gate 3. Et il y a, comme tu dis, tellement à faire de toute façon. C'est ça, avec le nombre de runs que tu peux faire, avoir les embranchements différents et tout. À la limite, s'ils doivent faire une extension, j'aimerais bien qu'ils mettent un doublage intégral en français, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est pour pinailler. Et surtout que la VO est exceptionnelle. Donc, partons du côté de Stellar Blade.
tu n'es pas sans savoir que la démo est sortie aujourd'hui. Donc, on enregistre le 29 mars, hein, c'est pour ça. Elle est sortie à 15h. Et donc, il est 18h, j'ai fini la démo, Kira. Je l'ai poncé, je l'ai saigné. Donc, c'était très cool. Je vais vous en faire une petite preview. Mais pour rappel, donc le jeu sort fin avril. C'est une exclusivité PS5, la troisième majeure de ce début d'année avec FF7 Rebirth et Ronin, la machin, comment il s'appelle Rise of the Ronin. Merci. Le Stellar Blade est développé par Shift Up, un studio coréen à qui on doit plutôt des jeux mobiles. Et aussi, il avait été présenté ce jeu il y a un petit moment dans un State of Play il y a 2-3 ans. Il était annoncé au début comme multiplateforme, un jeu AA, petit budget je pense, et les ambitions étaient revues complètement à la hausse à partir du moment où PlayStation a voulu, il a flairé la petite pépite en devenir, et donc ils ont pris le studio sous leur aile, et a priori ils ont beaucoup soutenu activement ce studio pour sortir ce jeu. Et donc la démo, c'est vraiment une preview, enfin un test que j'ai trouvé sous le signe de l'ambition. Vraiment j'ai été assez surpris, Kira. Déjà, la direction artistique est folle, hein. On est dans un monde post-apo, vraiment très joli, où Eve, l'héroïne, du coup, c'est une cyborg qui est propulsée sur Terre. Ça commence avec des énormes vaisseaux spatiaux, où on imagine qu'il y a toute une armée dedans, et donc on descend sur Terre, on fait partie d'une escouade qui malheureusement se fait entièrement décimer, on est la seule survivante, et on doit régler un petit peu la menace qu'il y a sur Terre. Je te spoil un peu, mais c'est une menace très organique, avec plein de dents, un peu gluantes, c'est hostile, c'est un peu dégoûtant, bref, il faut tabasser tout ça, quoi. C'est sorti de Lovecraft, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, d'un imaginaire un peu torturé, hein. Les monstres sont chelous. Mais sinon, en termes de gameplay, c'est tout ce que j'aime. C'est du beat'em all assez classique, hein. Donc, dans la veine des Devil May Cry et consorts, avec carré coup faible, triangle coup fort, une garde et une esquive, et meilleur on va gérer la partie garde et esquive, plus on va remplir une jauge de pouvoir qui va nous permettre d'envoyer des coups plus puissants. Mais vraiment tout le sel du jeu, et il est vraiment bien calibré, et là-dessus je suis extrêmement exigeant parce que ma référence étant Sekiro, tu le sais. Oui. Il faut avoir de très bons réflexes, une excellente lecture des patterns, vraiment tout ce que j'aime, et là-dessus c'est très très bien fait. Est-ce que tu avais vu déjà un peu la DA, toi, Kira, de Stellar Blade ? Ah oui, j'ai vu la DA, j'ai même téléchargé la démo aujourd'hui pour l'essayer. C'est vrai que ce que j'ai vu dans la DA me plaît. L'héroïne aussi a l'air cool, elle a une bonne tête et tout. J'aime plutôt son design. À voir ce que ça va donner manette en main. Après, c'est vrai que moi, c'est pas forcément mon style de jeu de prédilection. Mais en tout cas, le côté post-apo, comme tu dis, avec des monstres chelous et des cyborgs, bon, déjà, la moitié du taf est fait pour moi, en tout cas. Et je vais essayer de mettre un peu d'eau à ce moulin en parlant des inspirations. Donc, elles vont pas toutes te parler, mais certaines, oui. Donc, la première, c'est indubitablement, on doit parler de Nier Automata quand on voit Stellar Blade. Donc ça, c'est pareil, pas trop ta cam, mais moi, ça l'est. Eve, elle est accompagnée d'un drone, en plus, qui lui parle pas trop, ça va, j'avais peur. C'est pas le bracelet de... Non, c'est pas le bracelet de Frostpoken. Ça fait penser forcément au duo 2B et 9S de Nier Automata. Dans le gameplay aussi, Bayonetta, obligé de la citer, avec sa tenue un petit peu moulante. Et le PDG... c'est un euphémisme. Et franchement, complètement assumé de la part du PDG du studio, qui voit ça comme un argument de vente. Écoute... En même temps, il aurait tort de s'en priver. Et franchement, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. En tout cas, l'héroïne est vraiment cool. Bayonetta, c'est un très bon jeu, et ça n'enlève pas. On peut faire une héroïne très sexy, et en même temps avoir un jeu de qualité qui est profond. Donc, en plus, ça parle des anges. Il y a toute une symbolique avec les cheveux aussi. On sait que dans Bayonetta, les cheveux, c'est très important parce que ça représente le pouvoir des sorcières. Donc, Sekiro aussi comme inspiration, avec le sens du timing, les parades, les esquives, le côté très exigeant, et ça j'aime. Et dans les inspirations qui vont te parler, moi j'ai vu du Ghost in the Shell, avec certaines scènes calquées plan pour plan à certaines scènes avec Makoto. Donc ça on adore, hein, Ghost in the Shell, c'est nos madeleines de Proust. Là pour le coup c'est totalement... Du Gantz aussi, dans certaines tenues. J'aimerais bien qu'ils fassent des tenues d'ailleurs en DLC, enfin DLC gratuit, on va débloquer, mais de Gantz, parce que je trouve que ça s'y prête très bien. Si vous connaissez pas le manga, c'est un petite pépite.
Et j'aimerais bien un jeu vidéo Gantz d'ailleurs, tant qu'on en parle. Je pense que cette licence mériterait d'avoir son jeu, tellement le lore il est ouf en fait. Ouais. De mémoire, il y en a qui n'ont jamais sorti la frontière du Japon, mais c'était pas fameux, il me semble, à avoir un confirmé. Ouais, c'est souvent des graphiques novels un peu pourris. Et aussi petite référence à Dark Souls, mais c'est pas un Souls-like, hein, ce jeu, c'est vraiment un beat'em all. Mais on se pose dans des feux de camp c'est pas des feux de camp d'ailleurs, c'est vraiment des camps où on peut s'asseoir pour regagner de la vie, un peu à la FF7 Rebirth. Et aussi, c'est dans ces petits moments de calme qu'on va améliorer son personnage. Parce que je parlais d'ambition. En fait, Kira, déjà la réalisation elle est assez folle. Je pense qu'on est passé sur du AAA, donc du jeu à vraiment gros budget. Le jeu est intégralement doublé en VF. Donc ça c'est cool. Très très bien, ouais. C'est bourré de paramètres d'accessibilité. Le gameplay aussi, je l'ai dit, il est vraiment bien peaufiné. Les zones, on est plutôt sur des zones couloirs, mais avec de l'exploration en verticalité, sous l'eau, elle peut nager, etc. Il y a aussi la musique, elle est somptueuse. C'est Keiichi Okabe qui est en partie, visiblement à 40-50% sur les musiques. Et je sais pas si tu connais, mais il est légendaire. Il a fait les musiques de Nier, de Tekken, il a fait du Final Fantasy, il a participé, FF14 par exemple. Oui. Donc tu vois, en termes d'ambition, le jeu, il a vraiment dépassé le cadre du jeu double A, et on va vers vraiment une grosse production qui en a dans le ventre, et c'est un début super prometteur. C'est parti pour Resident Evil 9. Donc selon les dernières rumeurs, Resident Evil 9 pourrait prendre un tournant assez surprenant en s'inspirant de Dragon's Dogma 2. Donc c'est l'insider bien connu Dusk Golem, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui a révélé que Capcom envisagerait de faire de ce RE9 un jeu en monde ouvert, exploitant ainsi les avancées technologiques du RE Engine. C'est le moteur graphique donc, qui est utilisé pour tous les Resident Evil, qui est également utilisé pour Dragon's Dogma 2 d'ailleurs. Et cette nouvelle direction pourrait conserver donc l'ADN de la série Resident Evil, tout en élargissant les horizons de gameplay. Donc cette stratégie de développement en monde ouvert initiée avec ce Dragon's Dogma 2 pourrait également bénéficier à d'autres titres ambitieux, comme le prochain Monster Hunter. Il est intéressant de noter quand même que chaque titre en monde ouvert avec le RE Engine devrait conserver ses caractéristiques propres de leurs franchises respectives. Donc cela signifie bien que Resident Evil 9 puisse offrir une structure de jeu quand même différente, et les fans peuvent s'attendre à retrouver l'essence de l'horreur et du survival qui ont fait la renommée de la saga, bien sûr. Après, bon, la saga Resident Evil a souvent réussi à se renouveler, hein. Il y a la première trilogie Resident Evil qui était en précalculé en vue de dessus. Ensuite, on est passé au TPS, on va dire, sur le 4, 5 et 6. Sur le 7 et le 8, là, on est passé au FPS, même s'ils reviennent un petit peu en arrière. Donc, voilà, la saga se réinvente souvent. Après, est-ce que c'est nécessaire Resident Evil en monde ouvert? Moi je ne pense pas. Je sais que personnellement c'est quelque chose qui m'embêterait, car ce qui fait la force de Resident Evil, c'est cette tension croissante et constante qu'on a dans des environnements assez étroits, et quand on a des zones à peu près ouvertes, il y a toujours cette façon où on respire un peu. Et là de se retrouver avec une map, par exemple à la Dragon's Dogma 2, avec des événements aléatoires, moi, je pense que ce serait pas une bonne idée en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Capcom n'a pas encore confirmé ces informations. Certains joueurs sont hyper chauds, d'autres pas du tout, totalement réfractaires. En attendant, si ces rumeurs s'avèrent vraies, le jeu, la saga quand même marquera une évolution assez majeure dans la franchise. Ouais, après, bon, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est une rumeur. Après, moi, j'accorde du crédit aux rumeurs que quand elles sont vraiment confirmées. Là, j'avoue que... Donc quand elles sont plus des rumeurs. Donc quand ce ne sont plus des rumeurs. Et je dois t'avouer que je suis très sceptique. Si vraiment c'est un choix qui s'avère, donc si on sort en effet de l'aspect rumeur, le monde ouvert, ça a souvent tendance à diluer l'expérience. Tu vois, j'en parlais un petit peu sur Diablo, j'en parlerai un petit peu sur Resident Evil 7 Rebirth. Le monde ouvert a plein de qualités, mais il a aussi ce défaut de peut te faire tomber en pression, de te sortir un peu de l'histoire, de te sortir de l'immersion parfois. Donc sur Resident Evil, franchement, ou dans le sel du game design, c'est justement être en danger tout le temps, être dans des environnements étroits où t'as du mal à te déplacer. Enfin, tu vois, je trouverais ça, franchement, un choix très curieux. Très, très curieux. Après, c'est une licence, comme tu dis, qui se renouvelle souvent. Mais pour le survival horror, moi, franchement, je n'y crois pas tellement. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais vu de survival en monde ouvert, en tout cas à ma connaissance.
Ça a toujours été des zones peut-être un peu ouvertes, mais c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, le côté étroit et claustrophobique en fait qui crée cette tension. Surtout que maintenant, bon, faut dire ce qui est, hein, les Resident Evil ne font plus vraiment peur. Le 7, il y avait cet effet de surprise au début dans la maison des Baker, mais dès qu'on arrive dans le bateau, bon, voilà. Le village le 8, un peu. Hein. Ouais, le village un peu avec la maison de poupée par exemple, mais sinon au-delà de ça, ça fait plus, c'est plus de la terreur en fait. Et c'est vrai que cet aspect de terreur, en tout cas pour moi, ne serait plus présente sur un monde ouvert, tout simplement parce que, encore une fois, entre les missions, il y a de la route, il y a des choses à faire qui amoindrissent le rythme. Et c'est pas ce que je recherche en tout cas. Ouais, je suis vraiment de ton avis. Donc à voir. En plus, bien choisir l'environnement. Du coup, monde ouvert, mais quel monde ouvert ? Ils vont pas être dans la forêt. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, il faut dans ce cas-là bien choisir l'environnement. Et c'est vrai que j'ai du mal à y croire. Surtout que dans les Resident Evil, finalement, on se déplace pas beaucoup, on est en environnement urbain, on fait pas des kilomètres, quoi. Enfin, tu vois, c'est des zones plutôt étriquées. Donc ouais, très étonnante comme rumeur. Le Resident Evil, entre guillemets, qui faisait plus voyager, c'était le 6, donc c'est le moins apprécié des fans, où là on allait aux quatre coins du monde, mais ça restait de la zone close en fait, et là pour le coup on ressentait bien le côté action en fait. Et c'est dommage parce qu'avec les remakes ils reviennent quand même à l'essence de la série, donc la peur, le sursaut et ce personnage un peu lourd, et je sais pas, je suis pas conquis. Bon, parlons de Gearbox. En fait, j'avoue, c'est la petite actualité que j'ai chopée à la volée. J'avais prévu un petit dossier sur toutes les actualités Final Fantasy qui allaient sortir, mais qui ira une sombre affaire de trains, de tempêtes et d'arbres sur les voies m'ont empêché de travailler ce sujet. Donc je vais vous parler de Gearbox, ce qui est très bien aussi, hein, j'espère. Donc studio très connu pour Borderlands et Duke Nukem Forever aussi. Et oui, j'ai aimé ce jeu, Duke Nukem Forever. Tu es le seul. Mais aussi Brother in Arms. Je sais pas si tu connaissais ça. Moi, j'ai pas fait du tout cette licence. Oui, j'avais fait la version 360 que j'avais fait à l'époque, c'était Ubisoft, et c'est vrai que c'était sympa. Le gameplay était pas spécialement péchu, mais l'ambiance et le côté Seconde Guerre mondiale était sympa. Et ce studio, Gearbox donc, quitte le giron d'Embracer Group, donc le géant au pied d'argile, comme on aime bien l'appeler ici, pour arriver dans le giron cette fois-ci de Tech2. Donc on en parlera, mais c'est pas le même calibre, hein, c'est un énorme géant aussi Tech2. Mais plus précisément, donc Tech2, je disais, fait l'acquisition de ce studio Gearbox, mais le studio donc au Texas, à Montréal et au Québec, donc 550 salariés quand même. Donc Gearbox, c'est vraiment un très gros studio. C'est pas un petit studio. Oui. C'est pas un petit studio. Tech2. Donc lui c'est le géant aux chevilles d'acier ou en or, hein, au choix, mais pas en argile en tout cas, parce que Tech2 c'est Rockstar, les patrons c'est 2K, donc les jeux de sport, donc une compagnie vraiment qui est au sommet. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'Embracer, il y avait à peine 2 ans, ils avaient acheté Gearbox, donc 1,3 milliard de dollars, pour 2 ans après Kira le revendre 400 millions de dollars, enfin 460 millions de dollars. Donc ils ont divisé en 3 la note. Après, je suis pas économiste de métier, mais sur le papier, quand même, quand tu vois un studio, tu vois un studio 2 ans après, 3 fois le prix que tu l'as acheté, en n'ayant pas fait grand chose finalement, parce que depuis 2 ans, il s'est pas passé grand chose chez Gearbox, tu vois. Borderlands 3, c'était. Non, ils ont sorti juste Tina Tina, je crois, c'est tout. Je connais même pas. C'est un spin-off de Borderlands, un petit peu Heroic Fantasy, qui s'est pas bien vendu du tout d'ailleurs. Ah bon, écoute, peut-être une raison alors de la dévaluation du studio Gearbox, mais en tout cas, franchement, c'est Embracer, on en parle tout le temps en mal, hein, ces derniers temps, c'est vrai, mais ils font à chaque fois des moves un peu bizarres. Mais en tout cas, ce rachat du coup Tech2 Gearbox a permis d'annoncer Borderlands 4. Donc ils sont dessus et le jeu va sortir, donc ça c'est plutôt cool, hein. On sait qu'il y a une très grosse communauté derrière Borderlands. Par contre, a priori, donc ça j'ai lu ça tout à l'heure, à prendre avec des pincettes, j'ai pas encore confirmé l'information, mais aussi le rachat sera accompagné de licenciements peut-être chez Gearbox, donc à confirmer. Je vous dis, j'ai pas la source sûre, mais en tout cas voilà, la transaction est en cours et Gearbox a rejoint
Tech2. Oui, ce qui arrive souvent malheureusement après les rachats, hein, c'est licenciement, restructuration, c'est dommage que c'était un gros studio quand même qui avait bien le vent en poupe à une époque maintenant. Bon. Oui, puis ça leur souhaitait de la stabilité quand même, parce que tu vois, tu te fais racheter par Embracer pour 2 ans après te faire revendre, enfin, c'est pas... J'imagine que pour les salariés, ça doit être une situation quand même un peu de souffrance. Donc, voilà, après, avec Tech2, normalement, Tech2, bon, ils ont les reins très solides. Hein. Ils ont les reins solides, oui. Après, si le film Borderlands fonctionne, ça peut aussi revaloriser la chose. À voir. C'est vrai que j'ai vu la bande-annonce. Bon, ça n'a pas l'air spécialement fantastique, mais ça peut être fun dans le genre Donjons et Dragons ou les Gardiens de la Galaxie, quoi. Non, franchement, c'est à leur souhaiter. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait toujours leur jeu avec passion, donc c'est cool. Hein. Ainsi se termine la partie news. Donc, oui. On va passer sur la partie test. Donc, le test de South Park Snow Day. Allez, c'est parti. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. South Park Snow Day est un jeu d'action-aventure développé par Question LLC Pas mal, non, et Black franchement, Forest pas mal. Game. Tu t'en es bien sorti. Ouais, ça va, je me rattrape. Je travaille ma diction en ce moment. Non, c'est bien sûr. Et publié par THQ Nordic, le jeu est donc sorti le 26 mars 2024, soit il y a 3 jours quand on enregistre. Il est sorti donc sur PlayStation 5, PC, Xbox Series XS. Encore une fois, je n'ai pas regardé s'il était dispo sur Switch, mais je ne pense pas, j'avoue. Il s'agit d'une suite aux 2 jeux précédents South Park, donc le Bâton de la Vérité et l'Anal du Destin, mais avec une approche très différente en termes de gameplay et de style graphique. 2 jeux que tu aimes beaucoup d'ailleurs, je crois qu'il y a un. 2 jeux que j'affectionne tout particulièrement et que je refais de temps en temps. Le synopsis, c'est après une tempête de neige sur South Park, les écoles ferment et Cartman invite tous les enfants à jouer dehors. Il soupçonne Kyle d'attaquer son territoire avec son armée d'elfes juifs. Le jeu se concentre sur l'aventure du nouveau dans un South Park totalement enneigé, rempli de défis et de batailles. La genèse du projet a commencé avec l'idée de créer une expérience de jeu qui se sente comme un épisode spécial de la série South Park. Les développeurs ont voulu s'éloigner du format RPG tour par tour des 2 jeux précédents pour explorer un style de jeu de type roguelike en temps réel. Matt Stone, co-créateur de South Park, a exprimé le désir de faire évoluer le jeu en parallèle de la série, permettant d'intégrer des éléments du show dans le jeu quelques temps après leur diffusion télé via des DLC solo de prévus. DLC qui seraient a priori gratuits. Donc j'ai entendu ça sur plusieurs sites, je l'ai lu également dans plusieurs tests. Je n'ai pas vu cette confirmation officielle, mais a priori ça serait des DLC gratuits. Ce sera un bel argument, parce que si c'est payant ou s'il s'arrête là, c'est un peu dommage, mais sinon ce serait vraiment très chouette. Exactement, ça serait même une putain de bonne idée. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un jeu à service, mais qui joue solo, voire en multi-coop à 4, mais j'expliquerai tout à l'heure. Le studio South Park Digital Studio, connu pour son travail sur les jeux précédents, donc lesquels ils avaient collaboré, on va dire, c'est-à-dire à l'époque ils avaient fait le scénario des 2 précédents South Park, et le premier était développé par Bethesda, le second par Ubisoft, alors je sais plus quel studio Ubisoft. Là, ils ont directement fait le développement en interne avec l'appui donc de Question, comme tout à l'heure, et de Black Forest pour développer ce nouveau titre. Nouveauté, le jeu passe à la 3D pour offrir plus de flexibilité dans la construction du monde et des modes de jeu, permettant une expérience plus immersive pour le joueur. Ce changement est quand même un pari risqué car il s'éloigne du style artistique des jeux précédents et surtout de la série qui est quand même très appréciée des fans pour leur grande fidélité, on va dire. Qu'est-ce que ça donne ? Donc le jeu marque une évolution significative dans les jeux vidéo South Park. On retrouve des mécaniques spécifiques et qui se distinguent de ses prédécesseurs. Qui étaient des RPG, t'avais dit. C'est ça, c'était voilà, des qui RPG. étaient vraiment des RPG à l'ancienne. Au tour par tour, à la Final Fantasy, dans ce style-là. Oui, le premier c'était à la Final Fantasy et le deuxième c'était Final Fantasy Tactics avec un damier et justement on devait positionner ces personnages sur la map pour pouvoir utiliser les pouvoirs à bon escient. Ok. En termes de gameplay par exemple, moi je préfère le 2 parce qu'avec ce côté damier en plus c'est quand même beaucoup plus sympa à jouer. Ouais, mais tu vois, t'as déjà une évolution entre le 1 et le 2, donc c'est normal que le 3 évolue encore finalement dans ses mécaniques. Exactement, et c'est ce qu'il compte faire en fait, c'est que sortir des nouveaux South Park, donc pourquoi pas ressortir des RPG, ça c'est possible, mais sortir des jeux différents pour contenter un maximum de joueurs, bien sûr, et surtout,
l'univers est tellement vaste qu'ils peuvent se permettre. Ça me choque pas. Donc le développement de South Park en 3D a présenté plusieurs défis pour le développeur. La transition de la 2D à la 3D a nécessité une refonte complète de l'esthétique visuelle et des mécaniques du jeu. Les développeurs ont dû trouver un équilibre entre fidélité de toutes les apparences iconiques de la série tout en exploitant les avantages de la 3D pour créer un monde plus immersif. Ce changement a été un pari risqué quand même car il s'éloigne du style artistique si apprécié des fans. Mais moi je trouve que ils s'en sont bien sortis. J'aime beaucoup les effets, les personnages en 3D en tout cas, même si je préfère naturellement la 2D. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas cet effet choquant et dégueulasse comme on a pu voir dans les premières bandes annonces. En jeu, c'est vraiment mieux fichu. Le jeu s'intègre donc dans la continuité des 2 jeux précédents. On commence par une cinématique qui donne l'impression de regarder un épisode de la série télé. C'est cool. Avec la vraie VF des personnages emblématiques. Donc on va retrouver Christophe Lemoine en Cartman, qui va en faire des caisses, c'est tous les comédiens de la série. Ça conserve du coup l'essence de la série, c'est quand même un très très gros. Oui. Dans le jeu, on incarne donc le New Kid, comme dans les 2 premiers jeux, intégralement personnalisable, comme dans tout bon RPG, entre guillemets, là même si ce n'est plus le cas, et on va devoir faire équipe avec les personnages principaux de South Park dans des combats enneigés et des activités diverses. Le jeu propose un mode multijoueur, jusqu'à 4 joueurs en coop, et aussi la possibilité de jouer seul avec 4 alliés contrôlés par l'intelligence artificielle. Et je dois dire que l'intelligence artificielle est plutôt bien fichue. Quand on tombe par terre, ils viennent nous réanimer, quand ils vont en combat, ils sont proactifs, ils essayent de contourner les ennemis, et j'attendais pas justement que l'intelligence artificielle soit aussi bonne dans un jeu de ce style. Ok. On a également un mode horde qui se débloque au cours de l'aventure, ce qui est en plus également non négligeable parce que ça permet justement de rejouer par la suite. Le gameplay de South Park s'articule autour d'un système de roguelike. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas spécialement ce qu'on attend avec cette licence en tout cas, où chaque partie est unique. Le joueur doit naviguer à travers des niveaux générés aléatoirement, combattant des ennemis en collectant des ressources également de façon aléatoire, et les objectifs changent également. Donc c'est-à-dire si vous mourrez en cours de chapitre, donc le jeu est composé de 5 chapitres, chacun environ 1 heure de jeu, donc ce qui donne à peu près 5 heures de durée de vie, sauf si vous voulez vraiment partir aux fraises et aller regarder un petit peu tout ce qui se passe à droite à gauche. Mais à chaque fois qu'on va recommencer, si on perd en cours de chapitre, on va se retrouver après avec des objectifs différents et une architecture différente, ce qui renouvelle quand même considérablement la durée de vie. Il faut collecter des ressources comme le fameux PQ pour améliorer son personnage. On va également récupérer des fioles d'une substance un peu dégueulasse, ce qui nous permettra également d'améliorer notre personnage mais d'une autre manière. Et le jeu propose une variété d'armes et de pouvoirs spéciaux qui sont essentiels pour progresser. On retrouve du classique, de l'épée, du bouclier, de la dague, de la hache, des bâtons magiques, des bâtons de sorcier, enfin il y a de quoi s'occuper, voilà, car on est dans un univers d'heroic fantasy. Les combats sont dynamiques, bien que brouillon et quand même très bourrin, avec la possibilité d'utiliser des attaques de mêlée ou à distance, et le jeu encourage l'exploration pour trouver tous les coffres cachés dans les niveaux. À cela, on ajoute un système de cartes. C'est des cartes qu'on va débloquer et qui nous permettra d'avoir des nouveaux pouvoirs. Donc on débloque ces pouvoirs en complétant des quêtes via un système d'objectifs optionnels sur la map. C'est inspiré des cartes Magic, donc c'est marrant, c'est que c'est des cartes Magic dessinées par les enfants en fait, avec un petit texte, donc c'est souvent mal écrit, c'est un peu de travers et tout. Et c'est plutôt bien fichu, sachant qu'ils ont traduit les cartes à l'écran, c'est pas des sous-titres en fait. Donc même les cartes ont été traduites directement. Ces cartes d'amélioration sont utilisées pour renforcer les pouvoirs. Il y a 8 pouvoirs au total, divisés en 4 catégories, donc en 2 catégories du moins, 4 offensifs et 4 défensifs. Les pouvoirs offensifs incluent des attaques comme la bombe prout, par exemple, qui cherchent des ennemis et qui explosent après un court délai et qui les font gerber partout, ce qui les immobilise. On a également des pouvoirs défensifs qui comprennent des capacités comme le bouclier bulle qui protège contre toute attaque à distance et qui peut aussi faire rebondir certains projectiles. On a également le totem de guérison, c'est un totem donc qui ressemble à une espèce de comment dire, tu sais comme dans les hôpitaux là où on a les poches de perfusion, tu vois. Ah oui, d'accord. Sauf qu'ils l'ont customisé avec un nounours et des conneries et tout, qui permet de régénérer les soins et la santé des alliés, voire même de les réanimer. Et via le système de cartes, on peut augmenter la portée par exemple de ce totem de guérison.
Les pouvoirs peuvent être améliorés chez Jimmy, donc c'est l'handicapé du secteur, pour augmenter leur efficacité via des combos également. Donc on va pouvoir récupérer plusieurs cartes qu'on va comboter comme dans un deck building, ou également quand on récupère plusieurs fois la même carte, ça nous augmente la cote de rareté de cette carte car elle se fusionne directement. On a également des pouvoirs ultimes avec utilisation limitée, comme l'invocation d'une armée de, entre guillemets, de marcheurs blancs, la possibilité de devenir géant, comme Mecha Strezant par exemple. Et on va retrouver un arbre de compétences qui est conçu pour permettre de personnaliser son personnage en fonction de notre style de jeu. Donc on va commencer, ça ressemble à un cerveau en fait, donc il faut qu'on aille aux toilettes faire la grosse commission. Là on va se plonger profondément dans notre psyché en fait, et on va débloquer des compétences donc à partir de là. Donc généralement on va avoir des nœuds, tu sais, comme qui ressemblent à des chromosomes en fait, liés entre eux, qui partent donc du centre vers l'extérieur. On va pouvoir choisir 3 branches, donc la santé, on va partir ensuite sur les dégâts, l'endurance, et par la suite on va même débloquer encore d'autres talents cachés en fait. Et ce qui est bien, c'est que ce système permet de varier tout simplement les combinaisons, car on peut pas tous les débloquer en fait. On va trouver beaucoup de substances qui permettra d'améliorer son personnage, mais pas suffisamment en tout cas pour pouvoir faire tout l'arbre de compétences. Par contre, on peut le réinitialiser, le recommencer à tout moment, ce qui est plutôt cool. Ça, c'est très pratique en effet. Et dans tout ce que tu dis, moi l'univers South Park, ça fait 2, j'aime vraiment pas. Mais par contre, force est de constater de tout ce que tu dis, comme les 2 premiers jeux, le lore est vraiment hyper respecté. Enfin, la bombe prout, c'est South Park, quoi. Là, t'es sûr que t'es dedans, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression, en tout cas, et en plus, t'as parlé des VF, qui étaient celles de la série. Encore une fois, là, tu sens. C'était pas le cas sur le jeu d'avant. Ah, en plus, tu vois. Mais ça respecte finalement bien les fans. Et là, le fait de retrouver vraiment la vraie VF, surtout avec toutes les petites allusions qu'il y a à la série ou même certaines phrases qu'on va retrouver, c'est quand même un plus indéniable. Plusieurs fois, je me suis vraiment marré. Donc oui, il y a toujours ce petit humour pipi-caca de temps en temps, mais on retrouve vraiment la satire en fait. On va voir les gens dans la rue qui sont en train de déblayer leur allée pour pouvoir sortir leur voiture. Sauf qu'à côté de ça, c'est un blizzard, donc ça va se reboucher directement. Toi, ça souligne vraiment la connerie humaine à plusieurs moments. Enfin, ça reste très très drôle et très pertinent. Alors c'est pas le meilleur scénar South Park que j'ai vu concrètement. Sur les 2 premiers jeux, c'est vraiment supérieur. Mais encore une fois, on n'est que dans le début de l'aventure. Là, les créateurs de South Park ont annoncé que ils allaient donc, ce que je disais tout à l'heure, sortir plusieurs DLC solo parce qu'ils voient ce jeu comme une saison, et en gros ce qu'on a là c'est l'équivalent du premier épisode en fait. Ouais. Donc on va se retrouver au fur et à mesure avec des nouveaux environnements et des nouvelles missions à faire. Et le côté roguelike, c'est plutôt cool en fait, parce que c'est pas un jeu que je vais conseiller à faire sur des grosses sessions concrètement, mais sur de la petite session d'1 heure, tu picores, c'est quoi. bien. Comme les épisodes, ça fait le finalement. café. Exactement. Moi, je rentrais le midi à ma pause déjeuner. Je l'ai fait en 4 après-midi, enfin en 4 pauses déjeuner, et ça m'a permis d'avancer dans le jeu, et c'était cool. Et du coup, je me dis que par la suite, pourquoi pas, encore une fois, quand on est sensible à l'univers, bien sûr. Ouais, évidemment. Au niveau des plus, donc j'ai mis l'histoire que je trouve cool, bien sûr, l'AVF qui est fantastique. Là, c'est vraiment, ils sont possédés les mecs comme dans la série télé. La technique qui est vraiment irréprochable. Le jeu tourne en 4K 60 FPS avec certains beaux effets de lumière. C'est un jeu à petit budget, le budget est 2 fois inférieur aux 2 précédents volets. C'est pas du tout la même ambition pour ce jeu, mais ça n'empêche que je trouve que techniquement ça tient la route. Je l'ai installé, je n'ai pas eu de patch Day One en plus, donc là pour l'instant il n'y a pas de patch qui a l'air d'arriver, mais ça fait bizarre de voir un jeu fini en fait à sa sortie. Clair. Ouais. J'ai dit que c'était fun en petite session, c'est vrai, ça a toujours fun en petite session. Alors je l'ai fait qu'en solo, je pense qu'en coop ça peut être très très drôle, même si ça peut être le bordel. Donc je ne saurais que trop vous le conseiller de trouver 4 potes et de le faire avec eux. Et le petit prix, le jeu est vendu 21 € chez Leclerc et 29 € un petit peu partout. Clairement, c'est le prix d'un jeu indé, ça vaut le coup quand même. Va. Au niveau des moins, même si ça a relativisé, 4-5 heures de durée de vie, c'est un peu juste, mais sachant qu'ils vont rajouter des DLC derrière, donc voilà. Mais si je trouve que 4-5 heures c'est juste, moi qui aime bien les jeux courts généralement, c'est que j'aurais aimé en avoir plus en fait. C'est répétitif, comme beaucoup de roguelike, clairement, donc il faut aimer le style en tout cas, et le cross-platform est absent pour le moment.
Donc a priori ça devrait arriver et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que je pense qu'avec le bouche à oreille ce jeu peut marcher et c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut retrouver dans quelques mois soit sur le PSN soit dans le Game Pass et c'est dommage en tout cas que il n'ait pas intégré le cross-platform. En conclusion, South Park Snow Day représente une évolution assez audacieuse pour la franchise. Il introduit de nouvelles mécaniques de jeu tout en relevant le défi du passage à la 3D. Malgré un gameplay répétitif et brouillon par moments, le jeu parvient à capturer l'esprit de la série télé et offre une expérience de jeu fun et divertissante. C'est un jeu donc que je conseille à tous les fans de la série South Park, ne serait-ce que pour se marrer sur certaines scènes. Par exemple, tu vas être sur le menu pause, le menu d'accueil, t'as Cartman qui a une pause un petit peu héroïque, et si tu attends avant d'appuyer sur Start, il va te dire « Eh oh, tu te magnes, oui, je vais pas tenir la pause comme ça pendant 25 ans et tout, je commence à fatiguer. » Enfin, tu vois, c'est toujours des petits trucs comme ça, mais ça marche. Des petits détails soignés et tout, et puis j'ai quand même l'impression que toi, tu es retrouvé en tant que fan les VF de la série que tu aimes tant. J'ai l'impression que ça a joué pour faire pencher la balance du bon côté. Alors ça a même totalement joué parce que en fait je vais te dire le jeu a pris des critiques assez pourries peu partout. C'est pour ça que moi je suis le gars qui dit que c'est cool, un peu à contre-courant j'admets, et c'est vrai qu'au départ je ne comptais pas l'acheter. J'ai vu la première bande-annonce, ça me tentait pas du tout, je croyais que c'était un jeu qui était full multijoueur, mais en fait non, il y a un mode solo qui tient la route quand même, donc je me suis dit c'est pas ma cam. Et quand j'ai vu que c'était le vrai casting VF, je suis allez vas-y je le prends. Voilà, mais c'est juste ça en fait. C'est parce que le jeu finalement s'inscrit dans une continuité de la série, de l'animé. Enfin, c'est comme un supplément de ce que tu aimes déjà. Donc c'est pour ça que la mayonnaise a pris. Moi, je pense que tu vois, je mets les mains dessus. Je dirais, mais à quoi bon jouer à ça, sachant qu'il y a plein de roguelikes qui existent déjà sur le marché, qui me parleront davantage. Sûrement nettement meilleur aussi. Je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir cette vision-là et ça montre aussi à quel point, la force de la version française, quand les jeux sont doublés, surtout quand c'est adapté d'une série comme ça, c'est un argument commercial énorme. La série, en fait, a signé un gros contrat avec Paramount+, où ils ont signé pour, je crois que c'est 10 saisons supplémentaires et 12 films. Donc là, les mecs, ils sont tranquilles, tu vois. Donc ils sont en roue libre et ils en profitent. Donc là ils font grossir l'univers. Il y a déjà eu des jeux South Park avant. Je me rappelle sur PS1 à l'époque, on pouvait brancher, tu sais, avec le multitap, l'adaptateur, on pouvait mettre 4 manettes et on avait l'écran scindé en 4 et on devait se retrouver et se tirer dessus. Donc c'était plutôt cool. Et c'est vrai que les jeux South Park à l'époque n'ont jamais brillé vraiment par leur qualité. Et là, même si celui-ci c'est à mon sens le moins bon des trois. Pourquoi ? Parce que je préfère les RPG, concrètement. Ça n'empêche que ça reste un jeu cool à jouer, et encore une fois, à 20 balles, quoi. Donc, pourquoi se priver ? Ouais, carrément. Et en plus, franchement, grâce à toi, Kira, je pense qu'on est un des seuls à avoir parlé ou traité ce jeu, qui doit pas être sur beaucoup de sites, à mon avis d'actu. J'ai vu qu'il y a des mecs sur Twitch qui y jouaient et qui se marrent bien, mais c'est vrai que je l'ai pas vu sur beaucoup de sites. Sur la presse anglophone, il y en a beaucoup, ils sont plus sympas avec le jeu qu'en France, sur les petits sites qui l'ont trouvé. Mais j'ai remarqué en ce moment que c'est un peu la mode de bâcher des jeux en fait à petit budget, sous le prétexte que c'est pas des gros ténors ou quoi que ce soit, mais c'est un jeu qui a pas des grandes ambitions non plus, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais. Je vais revenir sur Rise of the Ronin, que j'apprécie beaucoup et pourtant j'y croyais pas du tout. J'entends des gens avec des commentaires du style le jeu il est moche, c'est un jeu PS3, c'est n'importe quoi, ou c'est un jeu PS2, enfin les gens ils sont fous, rejouer à des jeux PS3, rejouer à des jeux PS2, certes c'est pas aussi beau qu'un Ghost of Tsushima, c'est pas Horizon, mais ça n'empêche que c'est pas le même budget non plus, et surtout c'est pas PlayStation Studio, c'est le premier jeu en monde ouvert du studio, et je trouve que les mecs ils ont géré. Alors oui, il y a des textures un peu dégueu par moment, mais la DA est là, et encore une fois ce qu'ils ont fait c'est plein de bonnes ambitions, c'est sans prétention, et ça reste cool. Et je trouve que maintenant on bâche trop facilement les jeux en fait sous prétexte qu'ils sont pas beaux ou c'est pas ce qu'ils attendaient, ou il y a tellement une surabondance de jeux que maintenant la critique est devenue très facile. Je peux que abonder en ton sens. Ça m'énerve souvent et ça donne presque envie des fois de défendre les jeux qui se font défoncer. Ça c'est mais bon. Ainsi se termine donc ma critique sur South Park. On va passer maintenant à ton sujet hors sujet et tu vas nous parler d'une bande dessinée qui a priori t'a agréablement surpris. Tout à fait, bande dessinée donc, qui s'appelle Les Semi-Deus, éditée par Glénat. Au scénario et au dessin, on a Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard, deux passionnés artistes, en plus souvent de concerts, si j'ai bien compris, ils fonctionnent très très souvent en binôme. Ils font de la musique ?
Non, ils font pas en concert, non, pas en concert de musique, mais en concert de plumes et de dessins. C'est tout aussi poétique, tu vas me dire. Mais en tout cas, on leur doit déjà Morphine, Bakémon, qui est une parodie de Pokémon, et j'ai feuilleté, c'était assez rigolo. Bunny, Camille. En fait, après la lecture de Semi-Deus, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient leurs autres productions, parce que c'est vrai que j'étais assez charmé par la BD dont je vais vous parler. Et à chaque fois, le style de dessin est très sympa, très agréable. Mais évidemment, j'y reviendrai plus tard. On a là en tout cas une BD pour tout public, petits comme les grands, et les grands ils te rendront vraiment leur compte, avec un récit d'aventure qui mélange l'ésotérisme, le complot, jeu d'influence et de pouvoir, enfin un peu tous les thèmes qu'on aime en plus, Kira. Exactement. Comme Kira, ça arrive souvent quand on traite de BD ou autre, l'interlude musicale elle est compliquée parce qu'il n'y a pas de son avec la bande dessinée, mais je vous ai choisi un thème musical d'un jeu vidéo. Je n'en dis pas plus. Si vous reconnaissez ce thème de jeu vidéo, n'hésitez pas à nous le dire sur le formulaire du site. Mais en tout cas, je suis assez fier du parallèle que j'ai fait entre les deux. Et donc tout de suite, Maestro, interlude musical. Donc, issu d'une famille d'agriculteurs menacés par la famine, Asmodée est vendu par son père à la puissante reine Bérénice. Dans son royaume où la misère côtoie la richesse, certains enfants abandonnés ont curieusement développé des pouvoirs extraordinaires. Ils sont désormais ce que l'on appelle des semi-deus. Donc, j'en dis pas plus. Je vous ai lu que la moitié du synopsis même, vous en avez plus sur le site de Glénat, mais en fait moi j'avoue je me suis lancé, j'avais même pas lu le synopsis et ma surprise a été d'autant plus grande, donc je vous encourage si vous vous lancez, à rester sur ce que je vous ai dit vaguement, où voilà, des enfants développent des pouvoirs pour une reine, la reine Bérénice, donc reine très autoritaire, vous verrez, et derrière en plus ces pouvoirs et cette reine, vous apprendrez que en coulisses c'est pas tout rose, mon cher Kira. Comme souvent d'ailleurs, faut pas trop regarder ce qui se passe derrière le pouvoir. Il y a souvent des choses pas très très propres. C'est vrai. Donc le scénario. Donc je vous ai expliqué les grandes lignes, mais qu'est-ce que je peux dire dessus ? Déjà, il faut pas se laisser trahir par le dessin très coloré et mignon, parce que franchement, c'est très solide en termes d'histoire, c'est accrocheur dès le début, donc il y a un événement que je ne répéterai pas, je l'ai dit rapidement dans le synopsis, mais que j'avais pas découvert, enfin que j'avais pas lu du coup, qui a renforcé très vite pour moi l'affect que j'ai eu pour le personnage d'Asmodée, donc le personnage principal, qui est une petite fille d'une dizaine d'années, donc ça aussi je trouve que c'est plutôt cool, tu vois, d'avoir une enfant comme héroïne. Ça change. Et dans ce scénario, on va retrouver tous les thèmes forts que j'ai dit qu'on appréciait, donc la lutte des classes, les défis de pouvoir, le rôle des enfants aussi dans une société. Et l'ouvrage est assez riche de ces thèmes. J'ai l'impression en plus que les auteurs, ils ont osé. On verra bien la suite, mais la promesse est là et ça inaugure de très belles choses pour la suite. Et un des éléments que j'ai apprécié aussi, Kira, c'est la variété des personnages. Parce que, comme je l'ai dit, les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs, mais il y a des pouvoirs magiques entre guillemets dans cet ouvrage. Pour spoiler un petit peu mais pas trop, Asmodée, elle a le pouvoir de se transformer, de métamorphose, et donc plein de personnages ont comme ça des pouvoirs qui leur sont propres. J'avais un peu peur par exemple d'un personnage, tu vois, beau parleur, qui se la raconte, assez cliché, mais qui finalement, au fur et à mesure des pages, montre des petites failles. Et ça, c'est bien, parce que je trouve que cet exemple que je donne, il représente bien les personnages et l'écriture, parce que, tu vois, ils sont pas très manichéens, ils sont ambivalents, tu vois, ils ont une facette en société, mais dans leur cœur, c'est un petit peu différent. Et ça, je trouve que c'est, tu vois, c'est plutôt sympa, le traitement des personnages comme ça. Bah oui, ça peut être sympa, et puis encore une fois, c'est... ça a l'air d'être un peu frais. Oui, complètement, c'est exactement, je le disais un peu plus tard, tu m'as devancé, mais c'est ça, c'est un petit vent de fraîcheur. Et en plus, il y a des situations assez cocasses, toujours liées à ses pouvoirs, parce que finalement, quand tu mets de la magie, tu peux tout faire. Mais il y a le personnage de Nymphéa,
qui est un personnage qui peut laisser traîner un petit peu ses oreilles partout et entendre tout ce qui se passe dans le royaume. Et Oni l'appelle... C'est une commère, quoi. Ouais, une commère un peu mère maquerelle, tu vois. Et Oni, un des personnages principaux, l'appelle Nymphonéné. Parce qu'elle a des gros... Voilà, je vous passe les détails, mais en tout cas, j'ai beaucoup ri à cette vanne. Moi, il y a un côté très décalé, très humoristique. Non, mais il faut assumer sa part de beaufitude de temps en temps. Mais non, mais ça passe très bien, tu vois. C'est rigolo, c'est comme tu dis, c'est très frais. Et en même temps, des fois, tu te prends en revers de médaille un petit rebondissement, un cliffhanger, un truc un peu, tu vois, qui te saisit, un peu à la Game of Thrones, qui est d'ailleurs... j'ai eu la chance de correspondre un petit peu par mail avec Juliette Fournier, une des autrices, pour demander justement les inspirations. Et c'est vrai qu'on est un peu tous finalement influencés par Game of Thrones, qui a été un monument, voilà, de la pop culture, qui a changé beaucoup de codes. Et il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, et c'est vrai que on peut retrouver toujours ce côté-là. Donc si tu veux, à côté de cette légèreté, tu peux, je te dis, te prendre une petite gifle comme ça par le scénario qui te saisit et qui t'accroche encore davantage. Et c'est là-dessus où la bande dessinée s'est vraiment démarquée pour moi. Avec l'autre aspect du coup que je vais citer, c'est le dessin. On en publiera comme d'habitude sur le site internet, sur nos différents réseaux sociaux, mais le trait ressemble beaucoup à du dessin animé, je trouve. C'est très flatteur à regarder. J'oserais même dire un mix entre du Disney et du Ghibli. En termes de patte artistique, donc c'est vraiment, franchement, c'est super soigné avec des couleurs pastel. Moi j'aime bien sur la BD comparé au manga, la BD a de la couleur, donc j'aime bien m'attarder sur la BD et le choix sur la couleur, pardon, et le choix de la couleur pastel, ça donne un côté très doux à regarder, très agréable. Aussi, j'ai un petit coup de cœur pour les regards des personnages qui sont très expressifs et qui leur donnent une vraie identité. Le dessin, tu verras, Kira, je t'enverrai des photos, c'est très 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 joli. Avec un contexte que tu aimes beaucoup. Ta dernière BD se passait en Grèce antique. Moi, je reste un petit... À Rome, ouais, tout à fait. Moi, je reste un petit peu dans cet univers, là, plutôt Grèce antique. Je l'avais pas encore dit, mais il y a des ambiances perses, donc grecques, romaines, etc. Avec une religion fictive qui est grecque, hindoue, chrétienne. Donc un univers que moi j'aime beaucoup, qui s'y prête bien justement à ce côté pouvoir en plus. Et aussi, ce qui est très joli, c'est les monuments, les décors, les costumes, tout ce qui est lié à la Grèce antique. C'est un folklore super joli. Je sais que toi, t'es comme moi, t'aimes beaucoup ça. Et ça marche très très bien en bande dessinée. Avec en plus, c'est pas simple, je trouve, parce que souvent, les costumes, c'est pas évident. Aussi, la source de lumière à cette époque, c'était le feu, donc des torches en feu, des foyers. Et donc, il y a un traitement des ombres qui est pas évident, que je trouve là très très bien retranscrit en environnement intérieur. Donc il y a une belle maîtrise, tu vois, en termes de dessin. Donc qu'est-ce que je peux dire j'analyse un peu plus en profondeur, mais vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé, j'ai été pris dedans pour tous les thèmes abordés, toute la partie ésotérique, donc les pouvoirs, je vais m'y attarder un peu, parce que comme je l'ai dit, Kira, il développe des pouvoirs, je ne dirai pas comment, évidemment, mais ce qui est très bien, après ce n'est que mon interprétation, évidemment, mais c'est que ces pouvoirs permettent, je trouve, c'est une façon de mettre en évidence les défauts ou les faiblesses, les caractères de chacun. Et là, je vais faire un parallèle avec une BD qui est très chère à notre cœur à tous les deux, Kira, c'est Le Royaume sans nom. D'ailleurs, le tome 2 est sorti. Où là, les personnages, toujours aussi beaux, toujours aussi prenants, les personnages étaient des animaux, qui permettaient de refléter leur caractère. Tu te rappelles, j'avais expliqué ça dans la BD, un peu comme la ferme des animaux d'Orwell. Et là, je trouve que c'est exactement le même exercice de style, mais avec les pouvoirs. Donc j'en dis pas trop, mais les pouvoirs de chacun peuvent renvoyer avec ce qu'ils sont, finalement, soit en apparence, soit au fond d'eux. Et ça, je trouve que c'est une très très belle métaphore des caractères de chacun. Donc c'est ce niveau de lecture-là qui m'a plu, moi, en tant qu'adulte, parce que je pense que c'est une BD qui peut très bien aller aux enfants, mais aussi avec un regard d'adulte, tu vois, tu peux analyser et décortiquer le truc, et franchement, c'est très bien pensé. Et enfin, avant la conclusion, un dernier point que je voulais soulever, c'est que, évidemment, les héros-héroïnes sont des enfants, donc ça pose question sur le rôle des enfants dans la société. C'est un thème fort, je trouve, qui a été abordé dans cette BD et qui abordé intelligemment, parce que souvent, Kira, les enfants, c'est un peu les dommages collatéraux des conflits, soit familiaux,
soit les conflits de plus grande ampleur, les ambitions, etc. La folie souvent des adultes, enfin en tout cas, les problèmes des adultes se répercutent souvent sur les enfants, et là, bon, j'ai trouvé qu'il y avait une petite connotation comme ça. Un peu comme presque dans Evangelion, tu vois, où c'est les enfants qui doivent piloter les Eva. Voilà, bon bah tu vois, j'ai petit parallèle en tout cas comme ça qui est très très intéressant dans cette BD. Et pareil, j'espère qu'ils vont approfondir parce que j'ai pas tant de réserves. J'ai pas sur ce tome 1, je le trouve réussi de bout en bout. C'est juste que pour la suite, j'ai un haut niveau d'attente, donc j'ai envie d'être surpris. J'ai envie qu'ils creusent vraiment les thèmes que j'ai cités parce que vraiment c'est très prometteur. Donc en conclusion, je vais commencer par me repentir, Kira, parce que j'avoue au début je me suis lancé avec un peu d'a priori. Je me pensais me lancer, tu vois, sur une BD somme toute assez légère et convenue, j'avoue. Et je me doutais que j'allais passer un bon moment, il n'y a pas de débat, mais franchement je pensais pas être happé à ce point-là par la BD. Ça m'a fait exactement le même sentiment qu'une série animée que j'adore, Hunter x Hunter, que c'est un animé que je trouve absolument génial, mais j'avais exactement le même a priori au début, le héros un peu gamin avec sa canne à pêche, avec sa canne à pêche, ouais, non, bon, par contre, bah ouais, mais exactement pareil, sauf que en fait, derrière, t'as une richesse d'écriture, une richesse d'univers, une richesse dans les personnages, les situations, etc. Et bah, ce tome 1, c'est ça, des Semi-Deus. On sent une grande maîtrise, un ouvrage abouti, prenant, avec des surprises, des cliffhangers. On est bousculé parfois, et avec des personnages haut en couleur. Donc, c'est ma première chronique BD de l'année, je crois, qui commence avec un coup de cœur. Oui, c'est ça. Coup de cœur direct pour la première BD de l'année. Et je la mets, du coup, à côté du Royaume sans nom que j'adore. Donc voilà, idée cadeau parfaite si vous avez quelqu'un à qui faire plaisir. C'est les Semi-Deus, ça vaut une quinzaine d'euros je pense, et c'est édité chez Glénat. Bah ça a l'air très cool, je t'avoue, tu m'as bien saucé. J'ai un petit peu regardé sur internet à quoi ça ressemblait pendant que tu étais en train d'expliquer, et c'est vrai que ça a l'air très joli en tout cas en termes de design. Et oui, original. C'est en plusieurs tomes ou c'est un one shot? Bah pour l'instant tome 1, donc j'attends de voir combien il y a de tomes, je ne sais pas, mais écoute, ce que je te propose c'est qu'on se voit ce soir, Kira, je te la ramène, comme ça tu verras ce que ça donne. Ouais, au passage je vais partir avec l'orateur du coup. Ah bah oui, voilà, on se fait un échange de bons procédés. J'adore. Ainsi se termine la partie hors sujet. On va passer sur le comptoir des auditeurs. Est-ce que tu as des petites choses que tu souhaiterais dire, des petits big up Alors, est-ce que tu veux faire des bisous? Oui, je vais faire des bisous. Bisous à distance, Covid oblige. Non, ça existe plus trop ça, le Covid d'ailleurs de nos jours. Mais alors j'ai noté plein de big up. En fait, trop de gens gentils nous ont contactés par des formulaires sur le site web. Donc déjà un formulaire sur le site web, allez-y, ça nous fait plaisir. Donc je vais citer Zenko. Très sympa, il adhère à peu près à tout ce que j'ai dit sur la chronique Diablo. Il m'a trouvé un petit peu dur, c'est vrai, sur la partie microtransactions. Pour lui, ça déséquilibre pas le jeu, c'est pas intrusif. Donc je lui accorde l'argument, c'est vrai que moi j'étais un peu dur sur cette partie-là. Mais sur le reste, il est d'accord avec moi. Surtout qu'il a fait pas mal de endgame, lui, donc il a poussé le jeu un peu plus loin. Et il est en train de rattraper nos anciens épisodes. Il nous a découvert avec l'épisode 60. Donc... big up à lui. J'ai aussi Goloid, désolé pour le pseudo, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas il adore nos épisodes. Il va tester ah non, il va pas tester d'ailleurs, je suis en train de relire parce que j'ai plein de big up. Il va pas tester Diablo 4 parce qu'on l'a un petit peu dissuadé, mais par contre il va faire Jedi Survivor, donc ça c'est cool. D'ailleurs tu t'es pas lancé toi Kira sur Jedi Survivor? Justement oui, je suis lancé sur Jedi Survivor que je fais en parallèle. Donc t'as un peu divulgaché mon test de sortie des hautes herbes. Star Wars Day. Mince. Mais en tout cas, grâce à toi, il va remettre sur le haut de sa pile de lecture Dune. Donc ça, c'est cool. C'est clair, merci. Aussi, on a Pinocchio. Donc Pinocchio, très sympa, mais bon, il est de la team rouge dans Pokémon, donc c'est notre ennemi juré, forcément. C'est vrai, forcément. Nous, on est team bleu, mais il est tellement sympa, donc on l'accorde, on l'accepte quand même dans notre taverne. On lui laisse une immunité, alors ok. C'est bien parce que c'est lui, et en plus, il t'a proposé un HS, le labyrinthe de David Bowie. Donc je sais pas qui c'est ça. C'est David Bowie qui joue dedans, mais c'est pas son film, c'est pas lui qui l'a réalisé. En attendant, c'est un film que j'ai pas vu depuis au moins 20 ans, et j'en ai des très bons souvenirs. Quand j'étais gamin, je l'ai beaucoup regardé, j'aime beaucoup l'ambiance, et oui, bah du coup je vais le faire assez prochainement, je pense. Faut que j'arrive juste à le trouver, parce que je l'ai pas dans ma Blu-ray. Et enfin, dernier big up, vous avez été nombreux, et encore je cite pas tout le monde parce que franchement j'ai pas le temps, mais le cœur y est. C'est Florico.
qui a mis 5 étoiles sur nos applications de podcast avec un petit message. Donc fidèle parmi les fidèles, Florico, hein, merci. Tu aimes ce qu'on fait, tu aimes la diversité de ce qu'on nous propose. Donc voilà, ça nous touche énormément. À chaque fois qu'on a des messages comme ça, on se les partage avec Kira et ça nous fait toujours un petit quelque chose, des petits papillons dans le ventre. Je suis totalement d'accord, ça fait plaisir, ça donne vraiment envie de continuer. En plus, là, on commence à avoir un bon rythme de croisière parce qu'on a beaucoup d'écoutes, des retours, des suggestions, ça fait plaisir. J'ai même des personnes qui me contactent en DM sur Twitter, que je réponds toujours, donc c'est cool parce que vous appréciez notre travail et c'est vrai que c'est très valorisant en tout cas. Je voudrais faire quand même un petit... j'ai eu un retour d'un auditeur qui m'a dit que sur la news Dragon Dogma, j'avais été un peu dur la semaine dernière par rapport aux microtransactions. Et c'est vrai. C'est vrai, je l'admets, j'ai pas assez potassé ma news, et surtout entre-temps j'ai joué à Dragon's Dogma, et c'est vrai que les microtransactions inclus, comme les pierres de téléportation, les choses comme ça, c'est des choses qu'on peut facilement récupérer dans le jeu. C'est vrai que ça permet d'aller plus vite, mais en fait c'est des choses qu'on peut trouver quand même assez facilement, et surtout ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que le voyage fait partie intégrante du jeu. Comme dans le 1, oui. Par exemple, voilà, comme dans un Red Dead Redemption, où on peut prendre des calèches qui nous permettent des chariots, qui nous permettent de nous emmener d'un point A à un point B. Il n'y a pas de temps de chargement, c'est en temps réel, mais on peut se faire attaquer à tout moment, par exemple, et ça fait vraiment partie du truc, en fait. Et c'est vrai que je me suis un peu vénère là-dessus, parce que moi, les microtransactions, j'admets que ça me saoule un petit peu, surtout ce genre-là, mais voilà. Donc, au final, ça reste à relativiser, donc c'était plus mon côté révolté de la life sur l'évolution. Ouais, t'as fait ton râleur, quoi. Exactement. J'ai fait mon râleur, donc je tiens à faire mon mea culpa. C'est vrai qu'après plusieurs heures de jeu, en tout cas, c'est pas si contraignant que ça, voire même pas du tout. Il y a juste le côté par contre où tu es obligé de payer 3 balles pour changer ton personnage, ça me fait toujours chier, mais sinon pour le reste voilà, tout ce que vous pouvez débloquer en payant, vous les avez dans le jeu et quand même assez facilement. Bon, écoute, on se corrige, de toute façon on n'est pas des pros, c'est pour ça. On dit ce qu'on pense sur un instant T. Voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler en tout cas. Je te laisse le mot de la fin. Déjà, tu nous prépares quoi toi la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine je fais le test de En Garde, un jeu indépendant français qui mérite sa visibilité, donc voilà, j'en parlerai. Enfin, depuis le temps que tu m'en parles. Ouais. Moi, la semaine prochaine, en sujet hors sujet, je vais attaquer le gros morceau Dune 2, et je vais continuer également les livres Dune, à en parler un petit peu. Donc la chronique est en cours d'écriture, je pense qu'elle sera aussi dense que la première, en tout cas. Mais voilà, je vais continuer le cycle de Dune à ma manière. Nickel, c'est cool. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Jouez bien, allez voir des films, des séries télé, lire des livres, des bandes dessinées. Et puis, merci de nous écouter. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.